Et salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3 comme chaque mardi, chaque mercredi, chaque vendredi matin en direct sur Twitter, sur YouTube, mais également sur Twitch pour voilà, parler un petit peu de l'actualité, recevoir des invités, faire des éditos, des chroniques, etc. Et aujourd'hui, on a encore un gros programme. On a encore 3 intervenants qui vont nous rejoindre ce matin. On va parler d'actualité, on va parler d'histoire, on va parler de régulation, on va parler de DeFi aussi. Je vais vous donner le programme tout à l'heure, mais d'abord, je vais recevoir mon invité du jour qui va passer avec moi, allez, une bonne heure et demie. Je vous demande d'accueillir Ulrich Fromy. Ulrich, comment on prononce? Comme ça, dès le départ, je ne me trompe pas. Du coup, tu t'es trompé, on dit Ulrich. Je vais beaucoup me tromper ce matin, je sais, parce qu'on va parler de sujets que je ne maîtrise pas parfaitement, mais c'est tout l'intérêt justement de te recevoir ce matin. Donc n'hésite jamais à me contredire et à me corriger, c'est tout l'intérêt. Donc Ulrich, ok, comme C'est ça ça. plus. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On va passer ensemble 1 heure et demie. On va parler d'actualité, on va parler d'histoire, on va parler d'économie, on va parler de toi aussi un petit peu. Et puis, on va essayer de comprendre un peu mieux l'écosystème dans lequel on est par le prisme de ton expertise, de ton expérience et de tes centres d'intérêt aussi, parce que on fait ça aussi parce que cet écosystème nous intéresse. Alors, avant de commencer, parce qu'on a plein de choses à voir ensemble, d'abord, je vais remercier le partenaire de cette émission, l'école blockchain Alira, qui est la première école blockchain de France, qui, depuis 2019 maintenant, eh bien, propose des formations de consultants blockchain, développeurs, finances décentralisées, tokenomics, intelligence artificielle. Et elle vous propose donc 100 € de remise sur l'ensemble de ces formations en utilisant le code GRM100. Salut Odile, content de te voir ce matin dans les commentaires. Et voilà, donc prenez rendez-vous, renseignez-vous un petit peu sur les formations qu'il propose. Et puis voilà, moi j'ai fait la formation consultant blockchain il y a un peu plus d'un an maintenant et j'ai appris énormément de choses par celle-ci. Donc voilà, et prenez rendez-vous, ça coûte rien et vous verrez ce qu'il en est. Le programme de l'émission de ce matin. D'abord, donc avec Ulrich, on va faire un petit point sur l'actualité. Ensuite, on parlera, voilà, on a plein de sujets qui nous attendent pour essayer de comprendre un petit peu l'histoire, voire la préhistoire de Bitcoin. Et ça nous enverra sur des discussions passionnantes sur l'économie monétaire, économique, etc. À 11h30, je recevrai Pascal Talarida, qui est formateur DeFi chez Alira. Il fait également plein de choses à côté, et qui viendra nous parler de la stratégie Delta neutrale en finance, notamment décentralisée, même si ça existe aussi en finance traditionnelle. Et puis à 11h30, à 11h45, on aura Arnaud Toiti, mon ami avocat, avec lequel on va discuter ensemble particulièrement de la réserve stratégique crypto aux US et on essaiera de comprendre quels sont les ressorts de ces décisions entre népotisme et patriotisme. J'imagine que toi aussi, Ulrich, tu as suivi ce qui s'est passé là-dessus. D'ailleurs, je te propose qu'on commence avec ça. Alors, j'ai plein de petits sujets d'actualité que je vais te lancer et puis on va en discuter un petit peu. Ça m'intéresse d'avoir ton avis. D'abord, peut-être l'information la plus importante, celle qui a été le plus relayée, en tout cas, c'est l'officialisation de la réserve stratégique crypto aux États-Unis par Donald Trump, dans lequel il était prévu qu'il y ait Bitcoin. Ça, on savait déjà depuis au moins juillet dernier à Nashville. Ensuite, on s'est dit qu'il allait avoir Ethereum. Ça, c'était plus ou moins connu. Et puis là, on apprend qu'il va y avoir aussi le XRP de Ripple, le Sol de Solana et le ADA de Cardano. Donc, 3 crypto-monnaies émises par des entreprises américaines qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas. Donc, ça a suscité la surprise, pour certains même une énorme déception. J'ai vu chez les bitcoiners que c'était Bitcoin ou rien. Voilà. Donc, pour le coup, j'aimerais savoir un petit peu comment toi, tu as appréhendé cette nouvelle. Et voilà, mais prends le temps si tu veux me développer sur la politique crypto en général aux États-Unis. Voilà, prends le temps et je rebondirai si j'en ressens le besoin. Ok, écoute, déjà en tant que Bitcoiner,
On va dire que la nouvelle, elle est assez particulière parce que bon, déjà en tant que bitcoiner, je suis pas forcément fan qu'il y ait justement des cryptos qui soient ajoutés à cette réserve et après même l'existence même de cette réserve, parmi les bitcoiners, ça divise, hein. Il y en a certains qui sont pour, hein, il y en a d'autres qui sont contre, hein. Moi personnellement, on sentait quand même le coup venir, hein. Forcément, quand tu as des personnes comme David Sachs qui intègrent l'administration Trump, hein, tu peux t'attendre raisonnablement à ce qu'il y ait des altcoins, entre guillemets, comme nous on appelle des shitcoins qui sont pas très très loin et qui soient ajoutés à ce genre de réserve. Et après, alors l'ajout des. Si tu veux bien, parce que euh, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, Mhm, David Sachs, donc c'est le tsar de la crypto et de l'IA aux États-Unis. Je crois que c'est un mhm, ancien de PayPal. C'est aussi ouais, un très gros investisseur de Bitwise. Il a effectivement annoncé qu'il avait, avant de prendre son poste, vendu toutes ses cryptos à titre personnel pour éviter les conflits d'intérêts. Non, mais après, mhm. évidemment, on peut se dire, ça se trouve, il y en a sur des wallets. À côté, tes gros investisseurs de Bitwise qui, lui, détient des cryptos. Donc voilà, mais juste voilà, pour contextualiser, effectivement, lui, c'est pas un bitcoiner, si c'est ça que tu veux Mhm, dire, juste pour tout bien à fait. comprendre. Hein, et que lui, c'est plutôt un crypto guy, quoi, plutôt si on veut comparer. Voilà, désolé de t'avoir interrompu. Ah non, mais t'as raison de rappeler en effet qui est Sachs, c'est justement le roi des cryptos et c'est pas anodin qu'il soit dans l'administration Trump. Et il y a quelques jours, quelques semaines aussi, il y a justement un executive order, donc un décret qui avait été signé en sa présence dans le bureau ovale avec Trump. Donc c'est vraiment voilà, quelqu'un qui est vraiment au plus proche du pouvoir et qui a été certainement le cerveau derrière ce décret. Et après, donc la constitution de la réserve, de crypto américaine, elle est aussi, je pense, à mettre sous l'initiative, un peu l'influence des fils de Trump, donc les 2, hein, Donald Junior et Eric Trump, hein, qui, eux, sont très impliqués, on le sait d'ailleurs dans ce milieu-là. Et je pense que ça s'est vu aussi dès l'investiture, même la veille de l'investiture, quand on a eu les mêmes com, quand ont été lancés Trump et Melania, on pouvait déjà se demander d'où venaient ces projets-là, et certaines personnes pensaient justement que ça venait pourquoi pas de ses fils. Donc il y a peut-être aussi, pourquoi pas, il y a peut-être aussi, pourquoi pas, déjà cette influence Sachs, hein, plus aussi les fils de Trump. Je sais pas Alors, ce que tu en effectivement, penses, mais. ouais, alors c'est intéressant. J'ai un peu étudié la question sur l'influence des fils de Trump. Alors, il faut rappeler aussi, pardon hein, si c'est un peu scolaire, mais on ne sait pas qui effectivement nous écoute. Et donc, c'est pour ça que parfois, je rajoute un peu de contexte. Les fils de Trump sont très impliqués dans le projet World Mighty Finance, qui est un échange qui est en train de se constituer, on peut dire aujourd'hui, hein, crypto, qui est lui-même aussi backé par Trump en tant qu'advisor. Donc, en gros, voilà, c'est toute la famille Trump derrière qui est dans l'advisory board et qui régulièrement le promeuvent sur les réseaux sociaux. Sur ce point-là, moi, tout de suite, ce que j'ai, alors je suivais les différents achats de cet exchange, puisqu'il accumule des cryptos, et j'avais pas vu passer justement du ADA, du Solana et du XRP. Donc moi, typiquement, je me suis dit, ça se trouve, je suis passé à côté. Alors j'ai vérifié, donc a priori, parmi les cryptos que cet exchange a acheté depuis sa création, on a du Bitcoin, on a de l'Ethereum, on a du AAV, on a du Link, on a du Move, le MOVE. On en a peut-être une ou deux, mais on n'a pas ces trois-là. Donc déjà, ça aurait été vraiment le gros red flag, vraiment massif, que parmi les cryptos qu'ils ont accumulés, ils auraient acheté celles qui seraient demain dans la réserve stratégique. Ça n'est pas le cas. Donc là, déjà, je me dis, le lien, il est possible, sachant que c'est les enfants de Trump, ils sont dans le game. C'est normal, peut-être ils ont eu leur mot à dire, mais en tout cas, il n'y a pas de relation directe et évidente entre les achats de crypto de l'exchange et le choix de ces trois, toi tu les appelles shitcoin, on va les appeler altcoin pour plus de neutralité. Mais voilà, donc ça c'est le premier élément. Après, il y a un autre élément évidemment, c'est, et ça j'y reviendrai avec Arnaud tout à l'heure, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est vraiment le sujet de l'entourage de Trump, notamment ceux qui ont financé sa campagne. On sait que le président, le chairman de XRP a filé 10 millions de dollars à la campagne de Trump. Alors, 10 millions de dollars, pour nous, c'est beaucoup d'argent. Mais en vrai, c'est que dalle. La campagne, c'est 1 milliard 09. Et la partie crypto, c'est, j'ai essayé de faire quelques estimations, c'est pas 30, 40 millions, quoi.
à coût de 1 million, à coût de 10 pour Ripple, mais c'est pas énorme en vérité. Rien que Musk, avec son pack américain, c'est 243 milliards. Bon, donc là aussi, on pourra revoir. Mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, si tu veux bien, Ulrich, c'est quand tu dis, nous, Bitcoiners, ça se discute déjà l'opportunité de faire une réserve stratégique, déjà même en Bitcoin, sans parler des altcoins. Ça m'intéresse. Est-ce que tu veux développer un peu pourquoi vous, en tant que Bitcoiner, c'est pas forcément une bonne chose que ça devienne un or digital avec les conséquences associées. Si ça devient un or digital, bah, c'est normal que ça devienne une réserve de valeur. Et donc, c'est normal aussi que les États, à un moment donné, en constituent une réserve stratégique. En quoi est-ce que ce raisonnement, il y a un problème selon toi? Il y a plusieurs choses. Déjà, il faut pas oublier que dès son origine, Bitcoin a été créé pour être un réseau de pair à pair, donc un réseau d'échange. Donc ça, c'est l'essence même de Bitcoin dès son origine, donc ça, faut pas l'oublier et il faut pas justement que Bitcoin, petit à petit, enfin, pour certains bitcoiners, en tout cas, le danger qu'il y aurait, c'est qu'en constituant des réserves stratégiques de Bitcoin, donc tu as des institutions, des États qui commencent à en accumuler et qui commencent, comme tu le dis, à le considérer comme une sorte d'or numérique, et qu'on perde, malheureusement, petit à petit, en fait, cet ethos d'origine de Bitcoin comme étant un réseau d'échange de pair à pair qui se passe en fait de tiers de confiance. Donc, parmi les Bitcoiners, il y a toute une partie qui va justement défendre cette idée pour que justement on n'oublie pas et qu'on reste connecté un peu à cette vision des cypherpunks de l'origine, quoi. Vraiment avoir quelque chose qui permette aux individus d'être résilients, d'être autonomes, de pouvoir échanger les uns avec les autres, sans avoir besoin de faire confiance à une entité tierce, ou à une entité centrale, quoi, comme une banque Ça centrale, me, commerciale. ça me donne envie de te poser une question. En effet, dans le white paper de Satoshi Nakamoto, d'ailleurs, je précise que Mmh. vendredi, on recevra Jean-Jacques Kiskater, qui est nommé dans le white paper de Bitcoin, grand cryptographe s'il en est. Dans ce white paper, effectivement, à aucun moment il est précisé que la notion de réserve de valeur, etc., c'est pas le but. Ça, je pense que c'est clair, mais c'est bien de le rappeler. En revanche, la scalabilité de Bitcoin, surtout en 2009, à l'époque où il n'y a pas Lightning, il n'y a pas tout ça, tu vois déjà à l'époque, en fait, elle n'est pas capable de permettre demain à Bitcoin de devenir une solution de paiement générale. Comment tu expliques cela dans sa conception, dans sa latence, en fait? Comment est-ce que vous expliquez ça? Le fait que les transactions Bitcoin soient longues? Ouais, enfin, Ou je crois qu'on ouais. peut faire quoi? 6, 8 transactions par seconde. Enfin, c'est en termes de. Dis-moi si je me trompe, mais c'est très peu scalable, évidemment. Et c'est ça qui assure d'ailleurs, je crois, la sécurité du réseau. Oui, tout à fait, ouais. C'est ce qui assure la sécurité du réseau, c'est ce qui assure aussi la décentralisation du réseau, justement, et ça a été voulu dès l'origine, hein. C'est que la time chain de Bitcoin, la blockchain entre guillemets, bah, justement, elle ne soit pas qu'elle suive l'évolution technologique et que du coup, comment dire, qu'on puisse la stocker assez facilement et qu'on puisse tout simplement avoir des nœuds qui se montent très facilement de manière totalement décentralisée un peu partout. Et justement, entre guillemets, la lenteur qu'on peut reprocher à Bitcoin, c'est justement aussi le garant de cette décentralisation, de cette sécurité du réseau. Après, et c'est ça aussi qui est, je pense, assez propre aux Bitcoiners, c'est qu'il y a une vision à long terme, une préférence temporelle qui est assez faible, c'est-à-dire qu'on va plutôt se projeter sur un horizon de temps qui va être sur 5, 10, 15, 20 ans. Et au final, le protocole d'origine, si un bloc est miné toutes les 10 minutes, si une transaction peut prendre plusieurs dizaines de minutes à se finaliser on-chain, ça, c'est pas tellement grave parce qu'au final, on va trouver des solutions en layer 2 qui vont permettre justement d'accélérer ces transactions. Donc il y a pas de, il y Ça a avait déjà été évoqué dans les débuts. Alors, mmh, j'ai pas accès. tout à Je sais fait, que toi, alors, en plus récemment, d'ailleurs, j'invite tout le monde qui nous écoute à aller écouter le podcast que tu as réalisé il y a quelques jours de cela, avec un monsieur dont tu vas me rappeler le nom, parce qu'évidemment, je l'ai oublié, et Urban qui est Tech, ouais. magnifique. Et 1h43 d'émission, vraiment, allez voir sur le compte Twitter ou même sur ton site internet, parce que j'ai vu que tu as un site internet où il y a tous tes articles, tous tes podcasts, etc. Une discussion passionnante pendant plus d'1 heure et demie, dans lequel vous retracez un peu la généalogie de Bitcoin, mais également
les messages sur les différents forums, etc. Enfin bref, c'est de l'archéologie, on peut dire. Et donc, vraiment, pour le coup, allez l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Mais donc, je rebondis là-dessus. Cette histoire de Layer 2, cette histoire de la couche principale, elle ne pourra jamais devenir une solution d'adoption générale du fait de ce manque de scalabilité. Et la solution à cela, en l'occurrence aujourd'hui, c'est Lightning Bitcoin, je crois. Hein. Mmh. Enfin, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, celle qui est la plus connue. Est-ce qu'elle avait déjà été pensée jusqu'au départ de Satoshi Nakamoto en 2014, je crois? Ou est-ce que c'est Alors, vous qui avez, alors après, c'est vrai qu'à part Lightning, tu as d'autres solutions comme Liquid, par exemple. Et après, alors pour cette solution en layer 2 justement pour accélérer les paiements sur Bitcoin, alors en tant que tel, ça n'a pas été évoqué dès l'origine, parce que c'est venu plus tard, mais il y avait déjà en fait, alors même si l'idée en tant que telle n'était pas évoquée de l'origine, il y avait quand même l'idée sous-jacente, hein, qu'en effet, Bitcoin allait, si on parle d'hyper-bitcoinisation du monde, donc c'est-à-dire que si tout le monde commence à utiliser Bitcoin, il était su depuis l'origine que le réseau on-chain n'allait pas suffire. Ça allait être beaucoup, beaucoup trop lent, etc. Ça allait rajouter beaucoup de friction en fait dans les paiements, et qu'il fallait trouver des solutions. Et tu as plusieurs bitcoiners assez connus de l'époque, hein, les tout premiers, comme je pense surtout à Alfini, qui est décédé maintenant. Alfini, lui, il avait évoqué depuis très longtemps en fait l'idée que Bitcoin serve de layer one au système bancaire mondial. Donc, par exemple, que les banques, les unes avec les autres, se basent sur Bitcoin en tant qu'actif, hein, et qu'elles règlent les unes avec les autres leurs dettes interbancaires en Bitcoin, et qu'elles émettent chacune en fait leur monnaie. Et chacune de ces monnaies en fait serait backée partiellement ou à 100% en Bitcoin, et que l'échange on-chain de Bitcoin servirait en fait tout simplement aux institutions financières, aux banques commerciales, hein, pour régler justement leurs dettes entre elles, alors elles émettraient elles-mêmes, hein, leur propre monnaie. Donc c'était, si tu veux, même si à l'époque on parlait pas de Lightning, parce que ça vient bien plus tard, il y avait quand même on reconnaissait déjà à l'époque que c'était compliqué, et que si Bitcoin était quand même voulu comme étant un réseau d'échange pair à pair, il y avait quand même cette grande limitation, c'était l'adoption. Si l'adoption explose, et bah, du coup, on allait ouais. devoir chercher un autre moyen de régler justement ces transactions. Et Mais ça nous c'est ça nous ramène à la discussion de départ, c'est-à-dire que si Bitcoin devient l'or numérique, donc avec les avantages et les contreparties, c'est-à-dire que ça devient l'or de demain, avec derrière des États, des entreprises qui vont vouloir s'en constituer des réserves stratégiques. Là où les bitcoiners aujourd'hui disent que ouais, ça centralise un peu la supply, c'est pas forcément top, etc. Ok, mais voilà, donc si l'objectif originel, qui est celui de faire un moyen de paiement, il n'est pas réaliste à l'origine, toujours, du fait du manque de scalabilité, on peut se reporter sur la notion de, OK, bon, alors, le visa de demain, on n'y est pas, mais on peut, en tout cas, grâce à la supply programmée, grâce à la sécurité, grâce à la décentralisation, grâce à tout ce qui fait que Bitcoin est Bitcoin, eh bien, on peut en faire un or numérique. Et c'est d'ailleurs, qu'on le veuille ou non, hein, c'est aujourd'hui un de ses usages. Donc ça, malheureusement, on peut le déplorer, mais en tout Mmh. cas, c'est un fait. Donc si on revient là-dessus, comment vous aujourd'hui, c'est quoi les risques selon les bitcoins? Alors je dis vous, comme si vous constituiez un tout homogène, je ne le crois pas. On reçoit dans l'émission parfois Théo Mogenet, etc., avec lesquels on a des discussions passionnantes, mais en tout cas les bitcoiners qui ne sont pas fans de cette idée, c'est quoi les limites de cette hypothèse de Bitcoin comme un or numérique et avec des réserves stratégiques qui se constituent? C'est quoi le risque peut-être principal selon vous qui fait que ça ne devrait pas se faire comme ça? Alors, il y a pas de, alors, en effet, alors tu as tout à fait raison de dire qu'il y a plusieurs types, entre guillemets, de bitcoiners, et que chacun a un peu sa vision des choses là-dessus. Et c'est ça aussi qui est très bien dans la communauté Bitcoin, c'est qu'il y a une pluralité des points de vue qui est vraiment géniale. Moi, je sais personnellement, moi, je vois aucun problème à ce qu'il y ait une concentration de la supply, ou aucun problème à ce que les institutions, les individus, les États commencent à constituer des réserves stratégiques, hein. Parce que, en fait, dans la dynamique de l'adoption de la monnaie, donc historiquement, la phase accumulative, hein, de la monnaie, elle fait partie de l'adoption.
Donc c'est parce qu'on accumule de la monnaie que la monnaie devient demandée et qu'elle devient de plus en plus échangeable. Et historiquement, c'est comme ça que l'argent en tant que monnaie a émergé, c'est comme ça que l'or en tant que monnaie marchandise a émergé. Donc déjà, dans la dynamique même de l'adoption, la phase accumulative, elle est tout à fait normale. Donc c'est pas quelque chose qui est inquiétant en soi. Ce que certains vont pouvoir te dire par rapport à l'accumulation de Bitcoin, c'est que je reviens toujours à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que à l'origine, Bitcoin, ça a été fait pour que les individus soient beaucoup plus résilients, beaucoup plus autonomes face à la coercition des autorités centralisées, comme par exemple l'État, et qu'il ne faut pas perdre de vue cet ethos. Et si tu veux, moi, l'accumulation comme ça de ces réserves, ça pose pas de souci en tant que tel. Le plus important, en fait, c'est que les individus puissent toujours échanger des bitcoins de façon pair à pair. Ça, c'est la chose la plus importante, en fait. Parce que tu pourrais avoir le risque qu'on ait les institutions, les États qui commencent à accumuler de manière assez importante des bitcoins. Et petit à petit, tu peux avoir le risque parallèle que les portes de sortie, donc par exemple, la porte de sortie, c'est envoyer ton bitcoin sur un échange pour le vendre. C'est justement utiliser Lightning, Bitcoin pour acheter directement à un commerçant euh, des produits. Et en fait, que cette porte de sortie, via plusieurs freins administratifs successifs, en fait, se ferme. Et si tu as en parallèle donc une accumulation de Bitcoin par les institutions et de l'autre côté une fermeture de ces portes de sortie pour les individus, pour les citoyens, tu peux en fait avoir ce risque que la supply elle soit directement monopolisée, dirigée par des entités centrales et qu'on empêche de plus en plus les individus de l'utiliser comme ce que c'était à l'origine, donc un réseau de pair à pair. Donc ça serait un peu le risque, en fait. Ça serait une sorte d'attaque sur la supply, une concentration de la supply, tout en empêchant le plus possible les individus d'utiliser ça en dehors des autorités centralisées. Donc, c'est le problème, moi, que je pourrais avoir avec ça. Mais si tu veux, au-delà de ça, donc, si on admet que Bitcoin soit toujours échangeable d'une façon pair à pair, de toute façon, ce qui est impossible à empêcher, quoi qu'il en soit. L'accumulation de Bitcoin, moi, par les institutions, par les États, ça, je trouve pas ça Ok. anormal parce que ça va dans le sens de l'adoption. C'est intéressant ce parallèle en fait avec les autres et l'émergence des autres monnaies. Mm. Tu parlais des barrières à l'entrée et à la sortie, notamment de par les autorités. Donc, ça nous amène à parler régulation. Là, dans l'actualité, on a aussi la SEC qui successivement est en train d'abandonner toutes les enquêtes crypto qui ont été lancées depuis 3-4 ans. Alors, dans l'ordre, enfin, même pas dans l'ordre, d'ailleurs, j'en sais rien, mais on a OpenSea, Coinbase, Uniswap, Robinhood, Gemini, Consensus. Plus récemment, là, on a Kraken, on a Yuga Labs aussi, donc l'émetteur des singes BAYC. Donc, on a, voilà, concrètement et de façon vraiment très concrète, à peine 2 mois, 35 jours après l'investiture de Donald Trump. On a la SEC, le gendarme de la bourse américain, qui, avec sa nouvelle direction, décide d'abandonner toutes les enquêtes qui consistaient de façon, encore une fois, à grands traits, d'ouvrir des enquêtes, envoyer des notice wells à des acteurs qui agissent sur le territoire américain pour, grosso modo, arriver à démontrer que de près ou de loin, soit ils ont fait l'objet d'une vente de securities, soit ils permettent les transactions de securities, ça c'est pour les échanges, soit ce sont eux-mêmes des securities, donc ils ont émis des securities en la qualité des tokens, des cryptos qu'ils ont créés. Voilà. Et là, en fait, et on a Binance qui a le droit à une espèce de pause dans son enquête d'une 60aine de jours. On a Ripple sur lequel des personnes très proches de Ripple, de la SEC, pardon, ont précisé que a priori, la SEC risquerait très bientôt d'abandonner l'appel qu'elle a fait en janvier. Donc voilà, donc en gros, voilà, très concrètement, on a la SEC qui, pendant quelques mois, va laisser tranquille un peu les acteurs crypto, le temps de se doter d'une régulation. Parce que la réalité, les gens ne le savent peut-être pas, c'est qu'en Europe, au niveau régulation, sur les crypto-actifs, comme on dit, on est hyper en avance. On sait ce que c'est un actif numérique, on sait dans quel cadre juridique et réglementaire ça s'inscrit, on sait quelles sont les obligations des acteurs qui agissent avec eux, les actifs numériques. Aux États-Unis, pas du tout.
Donc on a une pause et pendant ce temps-là, on laisse tranquille les acteurs. Voilà, ça c'est pour le contexte. Ulrich, comment toi, qui es français, je crois, européen en tout cas, Mmh. tu vois, cette espèce de parallélisation entre, on va dire, le, tout réglementaire en Europe, aux États-Unis, pour l'instant, on calme le jeu en l'attente d'une régulation claire et plutôt favorable, en tout cas c'est ce que veut Donald Trump. Comment tu vois ça, toi et tu peux évidemment le mettre en parallèle avec ton expérience. Là, ouais, il y a beaucoup de choses à dire justement sur la différence entre l'Union européenne et l'Amérique, en termes de régulation des cryptoactifs, hein. La manière dont on peut voir les choses, c'est déjà que nous, en Europe, on est les rois de la régulation et pas forcément la régulation la plus intelligente, hein. Donc, il y a juste à prendre tout ce que tu as autour de MiCA, par exemple. Ça, c'est le meilleur exemple, hein. C'est vraiment des régulations qui sont potentiellement problématiques, surtout avec les dernières formes là qui ont été adoptées, sur, le fait de tenir un registre justement des cryptoactifs qui sont détendus enfin achetés par les citoyens européens, avec tous les risques que ça peut causer si on a des hacks de ces listes-là. Enfin, il y a beaucoup de problèmes de sécurité, sous-jacents à ces régulations européennes, et on a un manque mais ça c'est propre aussi aux régulations. On a un manque de vision à long terme des problématiques qui peuvent être liées à surréguler ces marchés-là. Par exemple, et ça on s'en mord les doigts en Europe, hein, on a la fuite des talents, hein. Il y a aucune raison aujourd'hui en Europe de monter des entreprises, dans la crypto, sur le continent, alors qu'on peut directement, aller le faire, dans des endroits beaucoup plus, entre guillemets, «ouverts», laxistes, comme les États-Unis. Et à contrario, tu vois, aux États-Unis, c'est alors de mon point de vue, si tu prends tout à l'heure, tu parlais de la SEC, la SEC avec, donc le régulateur des marchés américains, et il y a tout le débat qui est super intéressant autour de la définition des cryptoactifs en security ou ou pas. Donc c'est dans une securities, aux États-Unis, c'est tout simplement le fait de dire qu'une crypto est équivalente en fait à une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a c'est un projet qui a été monté, il y a des parts de société, il y a une fondation derrière, il y a un émetteur, voilà, donc c'est voilà, c'est pas une commodity, donc c'est pas une marchandise comme par exemple peut être l'or, ou par exemple comme peut être Bitcoin. Et là, ce flou qu'on a justement sur le côté commodity, securities, hein, des cryptos, ça c'est le flou qui a animé la SEC, il y a plusieurs mois, plusieurs années. Bah, tu parlais de Ripple, on en parlait aussi il y a 1 an, en juillet 2024, quand on a eu les ETF Ethereum qui ont été adoptés. Moi, je sais que je m'en souviens, du côté bitcoiner. Enfin, moi, je sais que ça m'a fait un peu vriller ça, parce que qu'on ait des ETF comme ça qui soient acceptés avec toute la problématique qu'on a, bah, derrière, Ethereum, sur, comment est-ce que ces actifs allaient être gérés, comment est-ce que le staking allait être fait, et cetera. Enfin, il y a plein de problématiques là-dessus, et on le voit très bien, ce flou-là actuel, aux États-Unis. Ça crée quand même pas mal de soucis, parce que là, on voit surtout le souci, moi, le plus important que je vois, c'est surtout avec la constitution actuelle de réserve de crypto. Voilà, si jamais on en vient à définir les cryptoactifs comme des securities, il y a aucun intérêt, absolument aucun, d'avoir des securities dans un fonds souverain, dans une réserve stratégique. Heu, Tout Sauf, simplement parce oui? sauf à considérer, et ça va être une partie de la discussion qu'on aura tout à l'heure, sauf à considérer que cette réserve stratégique, en vérité, c'est plus un outil de patriotisme économique. C'est-à-dire que c'est plus dans la définition limitante de la réserve stratégique qui consiste à se constituer un stock d'un actif pour voilà, faire face à une situation de crise ou assurer la stabilité de l'économie américaine. C'est ça, en gros, une réserve de valeur normalement. Mais en fait, ce serait plus un espèce de incubateur crypto où en fait l'État américain, comme ils l'ont fait d'ailleurs pour l'ensemble de ces grosses entreprises, en leur accordant des marchés, en leur accordant des subventions, c'est-à-dire en faisant en sorte de soutenir le tissu industriel américain. Tesla ne serait pas là sans le gouvernement américain. Les GAFAM eux-mêmes ont été financés en grande partie par de la recherche militaire. Pareil pour énormément d'autres entreprises. Et donc, en fait, peut-être que dans la réserve stratégique, Trump veut l'utiliser pour soutenir finalement le secteur crypto. Alors, après, ça nous revient sur le sujet précédent, mais ce n'est pas grave. Ça dépendra aussi de la pondération.
Je veux dire, s'il y a Bitcoin qui fait Mmh. 80% de la réserve stratégique, il y a un peu d'Ether, et puis il y a peut-être 1% ou 2% pour les petites altcoins dont on parle, bon, je pense que c'est dérisoire en termes de stabilité, en termes de tout ça. Par contre, si ces alts représentent une part conséquente de cette réserve stratégique, là, c'est plus une réserve stratégique. C'est comme tu le disais, un espèce de fonds souverain dans lequel on va acheter des titres ou voilà, pour soutenir, etc. Bon, donc encore une fois, on n'a pas la pondération, donc ça changera tout, je pense. C'est pour ça que moi, je suspends mon jugement sur cette réserve stratégique. Je l'analyse, je m'y intéresse évidemment, mais je le suspends parce que déjà, rien n'est fait. Il faut un vote du Congrès, déjà. Et en plus de ça, on ne connaît pas la répartition. Donc, Oui, ouais, ça tu as raison. beaucoup de choses. C'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir l'avis de tout le monde. Tout le monde saute dessus en disant népotisme, conflit d'intérêts, c'est indigne, ces trucs. Les gars, pour l'instant, voilà, c'est de la com sur les réseaux sociaux. C'est que ça pour l'instant. Ouais. Bon, mais bon, on y reviendra. En tout cas, sur la régulation, je te rejoins évidemment. Et on en parle très souvent dans l'émission. D'ailleurs, on aura tout à l'heure Arnaud Touati pour venir parler précisément de cet aspect réglementaire. Dernier peut-être petit sujet d'actu avant qu'on s'intéresse un peu plus à toi, c'est Ethereum. Est-ce que tu t'intéresses à l'écosystème Ethereum ou pas du tout? Rapidement, mais pas Pas plus plus que que ça. ça. Bon, alors en gros, je la fais courte et si c'est pas un sujet qui te parle plus que ça, on enchaînera très rapidement. C'est quand même eh bien, des changements dans la gouvernance, dans la direction de l'Ethereum Foundation avec l'arrivée de deux nouveaux co-directeurs. Alors, bon, je vais évidemment écorcher son nom. Aziao Wei Wang et Thomas Stanzak. L'une est chercheuse au sein de la fondation et l'autre est le PDG de Nethermind, un des principaux clients d'exécution d'Ethereum. L'idée de cette nouvelle codirection, dont Vitalik s'est lui-même chargé, hein, il l'avait tweeté en disant c'est moi qui nomme les membres de la direction. Voilà. C'est voilà, de répondre un peu aux critiques que connaît aujourd'hui l'écosystème Ethereum. Alors, on en a parlé dans une émission il y a quelques semaines de cela. Vous pouvez retrouver le replay sur la chaîne YouTube sur les défis et les challenges d'Ethereum. On avait reçu à l'époque notamment Barnabé, on avait reçu Gaëtan Samp, on avait reçu Joe Star. Bref, on avait discuté vraiment de tout ça. Et donc, les défis, on les connaît, hein, fragmentation, un manque d'attractivité, concurrence des layers, problème aussi économique lié à l'inflation. Bref, je ne vous refais pas tout le débat. Et donc, voilà, donc, parmi les solutions envisagées, c'est l'augmentation du nombre de blobs, peut-être un mécanisme pour forcer les layers 2 à reverser une partie des frais sur le réseau principal, de la DeFi aussi pour générer des revenus, parce que la fondation, en fait, elle a des milliers d'Ethers, mais elle en fait rien. Donc là, petit à petit, ils sont en train de se dire, bon, peut-être qu'on va allouer un petit peu de ces Ethers pour générer des rendements avec des protocoles comme Aave, Compound, Spark. Voilà, donc pour le coup, cette nouvelle direction doit essayer de répondre à ça. Donc, on verra ce qu'il en est, mais on voit que ça bouge un peu au niveau de la fondation. Je pense que c'est bien que ça bouge et que ça se voit. Parce que c'est vrai qu'on avait un peu l'impression ces dernières années que Vitalik, il faisait ses roadmaps. Et puis, bon, tant que ça ne marche pas, à un moment donné, il faut peut-être être capable d'agencer. Voilà. Je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus. Non, après, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur Ethereum, etc. Je pense que, de toute façon, moi, je suis de l'avis moi, en tant que Bitcoiner maxi, pour moi, tous ces projets-là, ils vont aller à zéro. Donc, il n'y a pas de, Ah ouais. il y a Ethereum, de toute façon, ça ira à zéro. Il a plus de chances de se faire flipper par Solana que lui-même de flipper Bitcoin maintenant. Enfin, tous ces projets-là, et ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis XRP, là, et à deux doigts de flipper Ethereum. Oui, voilà, là, ça c'est la XRP, c'est le parfait exemple justement de cette crypto qui a été d'ailleurs il y a longtemps deuxième, qui en fait il va revenir en deuxième en quelque sorte, donc c'est assez génial. Mais après, au global, quand tu dézoomes et quand tu prends comment performent tous ces cryptoactifs comparé à Bitcoin, voilà, ça va aller à zéro, ça tend vers le zéro, la proposition de valeur qu'on cherche depuis le début d'Ethereum, on la cherche toujours et personne ne la trouve. Et d'ailleurs, si tu reprends tout à l'heure, je parlais des ETF qui ont été adoptés en juillet 2024 là, sur les marchés américains, et les ETF Ethereum, quand tu vois comment ils ont performé sur le marché traditionnel, hein, c'est-à-dire que les fonds n'ont pas acheté,
très très peu. Le retail l'a pas acheté ou très très peu. C'est-à-dire que ce marché traditionnel qui lui est toujours à la recherche de la proposition de valeur pour justement venir diversifier les fonds, bah, ils ont pas ou très très peu en fait ajouté l'ETF Ethereum, et ça montre bien, moi je pense, le manque de narratif, le manque de proposition de valeur que peuvent avoir tous ces projets en fait. Donc voilà. Ça c'est un peu mon point de vue sur tous les alts, hein, c'est que comparé à Bitcoin de toute façon sur un temps qui est suffisamment long, quand tu dézoomes sur 5, 10, 15, 20 ans, ils vont tous aller à zéro, quoi. Il restera uniquement Bitcoin à la fin. Et j'aimerais juste rajouter une petite chose aussi sur tout à l'heure tu parlais de la réserve stratégique. Et tu avais absolument raison de dire que tout va dépendre aussi de la proportion que va prendre Bitcoin dans cette réserve-là, de Solana, ADA, et cetera. Bien entendu, si on a une très, très forte présence des altcoins, hein, donc des cryptoactifs sur dans cette réserve-là, ça va poser, je pense, beaucoup de questions sur le côté un peu insider, le côté un peu voilà, ça va poser, je pense, beaucoup de questions. Et il faut pas aussi oublier une chose, c'est que quand tu constitues une réserve, quand tu constitues un fonds souverain, quand tu es un pays, en général, et la majeure partie du temps, ça se passe uniquement quand l'État a un excédent budgétaire. Donc c'est par exemple le cas le fonds souverain le plus connu au monde, c'est la Norvège, par exemple, hein. Justement, les excédents budgétaires sont mis dans un fonds souverain pour tous les Norvégiens. Et aujourd'hui, on peut se demander légitimement comment les États-Unis, qui est un pays qui est extrêmement endettés, comment est-ce qu'ils vont faire pour alimenter ce fonds autrement que par l'impression monétaire? Donc ça, d'un point de vue purement économique et financier, ça pose énormément de questions sur avec quel argent ils vont venir alimenter ce fonds. S'ils le font avec l'argent du contribuable, donc l'argent issu de la fiscalité, de l'impôt, là, ça va poser aussi beaucoup de questions si jamais ces projets vont perdre de l'argent, s'il y a des scandales, faut pas oublier que une grande partie de la supply de ces projets-là est contrôlée directement par les fondations, par les VC, etc. Donc il y a beaucoup de questions par rapport à ça, quoi. Si tu mets du sol ou de l'ADA et que tu te rends compte qu'il y a, j'en sais rien, moi, que la blockchain est crash ou c'est vrai que ça perd de la valeur, bah voilà, comment est-ce qu'on fait aussi comment est-ce Intéressant. qu'on peut être responsable vis-à-vis du contribuable? Alors, c'est très intéressant. Et je vais rebondir un peu là-dessus. Il y a plusieurs éléments qui sont intéressants dans ce que tu dis. D'abord, les États-Unis, ils ont une place particulière. Ils s'en foutent, je crois, de leur dette ou de leur excédent, etc. Parce qu'ils ont le dollar. Et donc, par définition, que ce soit par l'impression monétaire ou que ce soit même sur l'emprunt sur les marchés de capitaux, je pense qu'il n'y a pas de problème. Tout le monde prête aux États-Unis et au pire, on imprime. Et donc, en fait, factuellement et cyniquement, je pense qu'ils n'auront pas de problème à alimenter ce fonds-là. Après, il y a aussi une question d'échéance. C'est-à-dire qu'une réserve stratégique de ce type-là, en général, c'est 20 ans. Donc, pour le coup, quand bien même on a une volatilité à court terme, le marché crypto, en tout cas jusqu'alors, a démontré que sur le long terme, il surperforme beaucoup d'actifs. Donc, encore une fois, je me fais l'avocat, non pas du diable, mais l'avocat de cette stratégie et comment le vendre aux Américains. Tu vois, j'imagine un petit peu le truc. À savoir ensuite que cette politique pro-crypto et de réserve stratégique s'accompagne à côté d'une réduction massive des dépenses, notamment avec le Doge, d'une augmentation massive des droits de douane. Là encore, ce matin, on a 25% de droits de douane avec la Chine, le Mexique et le Canada, sous couvert de lutte contre le fentanyl. Mais en fait, on s'en fout. Concrètement, c'est du patriotisme économique et des rentrées fiscales. Et puis, à côté, quand tu disais peut-être financer cet effort par le contribuable, bah, non, parce que je crois que Trump souhaite même supprimer l'impôt sur le revenu. C'est un de ses projets. Alors, est-ce qu'il arrivera à le faire? C'est un vaste sujet, mais il souhaite que finalement, on remplace l'impôt sur le revenu par ses droits de douane. Donc, typiquement, financer le coût du commerce international par les importations. Ouais, par les Oui. importations. Donc, mais, tu vois, et donc en vrai, si on prend tout ça dans son ensemble et qu'on se dit qu'il veut vraiment faire America Great Again, America First, Crypto First in America, etc., en vrai, c'est pas complètement déconnant. Tu vois, je ne suis pas économiste, hein, mais je me dis, si tu prends toutes ces briques-là, tu te dis que sur le long terme, surtout si la proportion de Bitcoin est importante, hein, je me dis, c'est pas complètement déconnant. Et ça se vend, surtout qu'il a une popularité à 54%, qu'il a été élu sans aucun problème, surtout qu'il a les mains libres
dans les deux chambres et à la Cour suprême, puisqu'il a la majorité partout. Donc en vrai, tout ça n'est pas si hors de portée. Avant de te laisser réagir, je te soumets une question qui va d'ailleurs dans le sens de notre échange de Cryptomanium. Qu'est-ce qu'il pense que le BTC sera à 95% dans l'OL des institutions? Tu as déjà répondu à cette question en début d'émission avec cette problématique peut-être d'offre à un moment donné. Est-ce que tu veux peut-être répondre rapidement et ensuite on enchaîne? Oui, bah, c'est ce que je disais en début. Moi, j'ai pas de, moi, ça m'inquiète absolument pas qu'il y ait une concentration de la supply parce que contrairement à d'autres projets cryptoactifs, hein, dans Bitcoin, qui contrôle la supply n'a pas d'incidence sur le protocole, hein. Donc ça, il y a pas de souci par rapport à ça. Il faut aussi rajouter que Bitcoin est suffisamment divisible, hein, pour justement que ça continue de circuler, même si une bonne partie est concentrée. Et après, l'accumulation, comme je disais au début, hein, l'accumulation est une phase nécessaire de l'adoption. Donc il faut, si c'est accumulé, ça veut dire que là, c'est demandé. Si c'est demandé, c'est que ça va augmenter en échange. Et après, voilà, il faut aussi se dire une chose, c'est que Bitcoin, l'accumulation, et ça, c'est quelque chose aussi, je sais que j'en parle de temps en temps sur mon compte X, c'est que il faut se dire une chose, c'est quand tu as des bitcoins qui sont accumulés, quand ils sont thésaurisés, ça veut pas dire que la supply, elle sera figée dans le temps. C'est pas parce que c'est thésaurisé actuellement que la supply, elle va plus circuler. Ça recirculera quand le prix augmentera. Ça va recirculer d'institution à institution, d'individu à individu quand le prix va augmenter. Donc ça me pose aucun souci par rapport à ça. Et même dans une éventualité d'un scénario d'hyper-bitcoinisation du monde, la supply, si elle est concentrée, ça va pas. Alors là, après, on part dans dans les théories monétaires, théories économiques, etc. Mais par exemple, si on va adosser une éventuelle nouvelle monnaie à du Bitcoin, si on a une grande partie de cette nouvelle monnaie qui est thésaurisée, bah, ça va tout simplement rendre en fait le prix de cette monnaie en quelque sorte, donc son prix intertemporel, donc le taux d'intérêt, beaucoup plus bas. Donc ce qui va pas forcément inciter les individus à plus thésauriser que ça. Donc il y aura forcément une partie qui va circuler, une partie qui sera thésaurisée, et il y aura un équilibre qui sera trouvé par le marché instinctivement, quoi. Et après, dernière chose, hein, c'est que, et ça on en parlait au début, c'est comment est-ce que tu envisages la thésaurisation de ces bitcoins si on utilise au jour le jour en fait un layer 2 dans les échanges. Voilà, si Bitcoin est une sorte de layer 1 pour les banques, pour un nouveau système monétaire, et ben au final, le fait que ce Bitcoin-là soit statique, thésaurisé dans les banques, c'est pas un souci en soi parce que les banques, du coup, se serviront de ces fonds pour régler leurs dettes entre elles. Et ça sera peut-être autre chose que Bitcoin, mais adossé partiellement ou totalement à Bitcoin qui circulera dans l'économie, quoi. Ça, on en revient au vieux débat qu'on voyait sur Bitcoin Talk en 2010, 2011, 2012, quoi. C'est toujours les mêmes qu'on a aujourd'hui. Donc pour moi, non, il y a pas de problème à ce qu'il y ait même 95% de la supply qui soit concentrée aux mains des institutions. C'est l'adoption se fait comme ça. Donc, et elle nous échappe totalement. Donc on doit se plier au jeu. Et on n'a quasiment rien à dire, quoi. Non, c'est bien, c'est intéressant et c'est bien de rappeler que la concentration de la supply n'affecte pas le protocole. Parce que parfois, eh bien, on a tendance à se dire oui, mais si les États-Unis contrôlent tous les bitcoins, ils pourront décider de faire ce qu'ils veulent avec, etc. Et c'est bien de le rappeler que les deux, en fait, ne sont pas liés, la détention et la gouvernance, on peut dire. Les deux ne sont pas liés. J'ai juste rajouter un truc pour me faire mon propre avocat du diable. C'est le problème qu'on pourrait avoir quand même avec une concentration assez énorme des bitcoins, c'est comment en fait ils seront utilisés par les banques et si les banques, par exemple, si elles ont d'ailleurs, c'est historiquement un problème qu'on avait avec l'or, hein, sous le dernier étalon or international, c'est des banques qui vont émettre plus de substituts qu'elles n'ont de réserve. Donc par exemple, lors de l'étalon or, on émettait plus de substituts or qu'on avait de réserve or dans les banques. Et l'éventuel problème qu'on pourrait avoir avec Bitcoin, c'est justement des banques qui vont émettre plus de substituts Bitcoin qu'elles ont de réserve de Bitcoin. Donc tout simplement avoir la même promesse de Bitcoin, comme dire, avoir
2 équivalents Bitcoin en circulation pour un seul Bitcoin en promesse derrière. Et là, encore une fois, l'un des grands avantages qu'a Bitcoin comparé aux anciennes monnaies marchandises comme l'or, c'est qu'on a un ledger qui est totalement ouvert, hein, totalement décentralisé. Et c'est justement l'une des forces, c'est-à-dire que tout l'historique des transactions est connu par tous les nœuds qui se trouvent sur Terre, par les milliers et milliers de nœuds. Et à partir de ce moment-là, on pourra avoir des preuves de réserve, des bitcoins qui sont détenus par les banques, quoi. Donc c'est un peu la théorie. Mais on pourrait être aussi dans un système où les banques arrivent à émettre d'une manière plus ou moins cachée plus de substituts bitcoin qu'elles ont de bitcoin en réserve. Donc ça peut être un danger, mais on peut espérer que le côté open ledger et décentralisé de bitcoin réponde en fait à ce défi. Ouais, ce que tu dis est très intéressant parce qu'il faut effectivement rappeler qu'aujourd'hui, la capitalisation boursière des substituts à l'or, donc typiquement les ETF, enfin, tous les produits dérivés, eh bien, la capitalisation, en fait, elle est massivement supérieure à la valorisation de l'or réel. En fait, je crois qu'il y avait une donnée qui disait, alors il faudrait quand même aller vérifier, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais qu'un once d'or est possédé par 5 ou 10 personnes en vérité, ou peut-être même Ouais. plus. Et donc Ouais. ça crée une décorrélation en fait entre si demain tout le monde a envie de récupérer, en fait ça marche pas. Donc ça effectivement avec Bitcoin c'est le risque. Le risque qui est, tu le disais, limité par le côté transparent de la blockchain, mais on n'a pas de transparence du côté des ETF, tu vois. Donc pour le coup, c'est compliqué, tu vois, même si je cherche aujourd'hui la capitalisation totale de tous les substituts à l'or, je suis pas sûr de trouver un chiffre très précis, mais je sais que c'est supérieur à la valeur de l'or physique, entre guillemets, par rapport à sa valeur en parité de dollar, hein, puisque de toute façon, le prix de l'or, c'est juste combien on peut en acheter avec $1, en vérité. Il faut Mmh. bien comprendre Oui, ça. oui, tu peux voir ça comme ça, ouais. Et donc, effectivement, ouais, c'est intéressant ce risque dont tu parles. Hâte de voir s'il va se vérifier. Mais certains experts, là, je vois, le ratio entre l'or physique et les substituts de l'or, le ratio, il est entre 1 pour 20 jusqu'à 1 pour 100 en fonction des Ouais. experts. Oui, C'est tout à fait, ouais. Mais ça, c'est quasiment enfin, ça, c'est l'un des grands problèmes du marché or, c'est qu'en effet, comme tu dis, il y a plusieurs détenteurs de la promesse or, sur le même or, en fait. Ça, c'est un gros problème et d'ailleurs, on l'a vu il y a quelques semaines, on le voit toujours actuellement sur le marché anglais. Parce que l'or, il est tradé au niveau mondial sur, plusieurs places boursières. Londres, c'est la principale et on a aussi Shanghai. Et on le voit d'ailleurs, là, on a eu une demande de rachat or, hein, qui a été très, très importante là sur les dernières semaines, qui est sur la place boursière de Londres. Et on a vu que, par exemple, la Banque d'Angleterre, hein, donc la banque centrale anglaise, elle avait en fait du mal à honorer rapidement ses promesses de rachat. Donc, par exemple, quand on avait en temps normal, quand on a un rachat or qui se passe, donc c'est-à-dire que quand une personne a un substitut or, donc une promesse de rachat, quand elle va aller demander de l'or physique en échange, en général, il se passe 2-3 jours. Là, on a des délais qui vont jusqu'à 8 semaines d'attente. Donc là, il y a une grande question, c'est à savoir si en Angleterre, l'or physique, hein, il est réellement présent et s'il est réellement présent, pourquoi ça prend autant de temps? Donc, ils vont citer par exemple les problèmes de logistique, bon ça peut être compréhensible et le problème, c'est que qu'est-ce que ça va donner si on se rend compte qu'il y a plus assez d'or physique, hein, par rapport aux promesses d'or qui sont en circulation, quoi? Ça, c'est un gros problème. Je suis obligé de parler de ce qui se passe avec l'audit de Fort Knox. On n'a Ah pas le bah, choix. totalement. C'est l'une des Euh, grandes suppositions, c'est qu'en fait, l'une alors, des grandes suppositions sur ces vas-y, juste pour vas-y. mettre un peu de contexte, et j'ai hâte d'avoir ton analyse là-dessus. Le dernier audit sur Fort Knox, donc qui est un peu le stock d'or américain, tu vois, très sécurisé, il y a eu des films là-dessus et tout ça. Le dernier audit, vrai audit, hein, 1953. Ils en ont refait un dans les années 70, mais c'était mytho. Ils ont fait qu'une seule salle avec des journalistes. Enfin, c'était du marketing. Mais 1953. Depuis, il n'y a pas eu un audit sérieux sur le stock d'or détenu par les États-Unis à Fort Knox. Donald Trump et Musk, qui décident de tout auditer et qui, de façon réelle ou supposée, je ne veux pas rentrer dans le débat, ont une promesse de campagne qui est la transparence. Mmh, ouais. Et ils sont capables pour ça de
de tout casser, quoi. Ils s'en foutent. Les listes d'Epstein, P. Diddy, JFK, Fort Knox, enfin, toutes les théories conspirationnistes. Et ils ont décidé de faire la transparence dessus. Tu vois, limite, ils vont essayer de trouver des preuves comme quoi on est vraiment allé sur la Lune. Tu vois. Les gars, ils veulent vraiment la transparence, admettons. Et donc, en ça, sur Twitter, un mec, il a dit, tiens, ce serait bien d'aller auditer Fort Knox. Elon Musk, il répond, OK, on va le faire. Et là, Trump s'empare du sujet, donc ça va très vite, en fait. C'est énorme. Avec d'un tweet, bon, je rappelle qu'il a acheté Twitter 44 milliards sur un tweet. Mais bon, passons. Et donc, ils vont auditer Fort Knox. Voilà, ça, c'est une promesse. Bon, ils vont aussi auditer le service du fisc, ils vont auditer la SEC, ils vont tout auditer, les gars. Bon, et donc, si effectivement, et là, on en revient à ton analyse, si on s'aperçoit que Fort Knox, finalement, ne détient pas la quantité d'or supposée, soit plus, ce qui nous étonnerait, soit moins. Et là encore, combien moins? Est-ce que c'est la moitié? Est-ce que c'est 5% de moins? Est-ce que voilà. Alors là, pour le coup, quel impact, sachant quand même, et c'est un élément important, qu'aujourd'hui l'or qui est détenu aux États-Unis est basé sur un prix à l'once de 42 dollars. Aujourd'hui, l'once, c'est 2000 à peu près, je crois. Donc déjà de base, il est sous-évalué de malade, tu vois. Mais quelles conséquences là-dessus en parallèle avec ce que tu nous disais de la Grande-Bretagne Bah, là, il y a tellement de choses à dire là-dessus. C'est vrai que tu as bien fait de faire un petit rappel de pourquoi est-ce qu'on aura très certainement un audit des réserves d'or qui sont détenues à Fort Knox par la Fed. Et déjà, faut se rendre compte d'une chose, c'est que d'ailleurs, il y a certains analystes C'est qui Doge vont. qui va faire l'audit. C'est Doge. Ouais, c'est Doge qui va faire l'audit et le comité d'audit, ce qui est vraiment très intéressant pour les libéraux, libertariens, c'est qu'il sera très certainement dirigé par Ron Paul, qui est une figure libertarienne très très connue aux États-Unis, qui lui a appelé depuis des années et des années et des années justement à faire un audit des réserves de la Fed. Et par Et exemple, à dans le l'époque, il milieu, se faisait envoyer chier par tout le monde. Enfin, totalement, ouais. renseignez-vous là-dessus. Ce que tu dis est vraiment très intéressant. Ouais, tout le monde lui disait non, ou alors il n'avait pas de réponse. Enfin, c'est énorme ce qui s'est passé. Ouais, ok. Totalement, ouais. Donc ça, c'est vraiment pour les libéraux, libertariens, ceux qui sont assez fans d'économie autrichienne, c'est vraiment un signal assez fort d'avoir Ron Paul qui soit mis à la tête de ce comité. Donc c'est pas encore fait, mais ça serait génial. Et le problème, vraiment, il y a plusieurs problèmes avec un audit des réserves d'or, et c'est aussi pour ça que Bitcoin est supérieur à l'or. C'est que le problème, c'est qu'on parle quand même aux États-Unis de plusieurs milliers de tonnes d'or qu'il faut auditer. Et auditer de l'or, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe de manière très, très chronophage. Si tu veux faire tout le processus, ça peut prendre des années. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu vas auditer des réserves d'or, tu vas pas faire uniquement un audit visuel, des réserves. Tu vas pas te dire: «Bah, tiens, on dit qu'on a 100 lingots dans la réserve, bah, là, il y a 100 lingots, bah, c'est bon, on a fini». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut déjà vérifier tous les numéros de série des lingots. Ce qui prend énormément de temps parce que justement il y a des releases qui ont été tenues depuis des décennies pour justement, heu, bah, tout simplement voilà, faire Ah, c'est matcher les numéros de série des lingots qui rentrent avec ceux qui sortent. Et par exemple, quand on a eu un rapatriement des réserves, allemandes d'or en 2012, ils se sont rendus compte, les Allemands, quand ils ont reçu leur or qui était entreposé aux États-Unis, qu'une partie des lingots qu'ils ont reçus n'étaient pas les bons numéros de série. Donc déjà à l'époque, ça a commencé à poser, on se posait un peu des questions sur: «Ah, mais comment est-ce qu'on peut se tromper sur des numéros de série de lingots d'or?» Et le deuxième, le gros problème qui se pose ensuite, c'est que même si tu as les lingots d'or avec le bon numéro de série, il faut encore vérifier que ce soit de l'or. Parce que le problème, c'est qu'on a, et ça on l'a vu depuis quelques années, tu as beaucoup de fraude aux lingots d'or. Des lingots d'or qui sont en fait des barres de tungstène qui sont plaquées or. Donc il faut faire des tests de conductivité, des tests de poids, des tests de résonance, pour vérifier justement que le métal que tu as dans ta main, que ce lingot que tu as dans la main est véritablement de l'or, ou c'est pas tout simplement du tungstène qui a une masse équivalente à l'or, qui est tout densité, simplement, ouais. plaqué or. Il est, Donc ouais. voilà, et tu dois faire ces tests de conductivité, de masse et cetera avec chacun des lingots qui sont détenus à Fort Knox, et ça peut être très, très chronophage. Et tu vois, par exemple, si l'administration américaine fait un audit des réserves qui prend 2 semaines et qu'ils disent: «Oui, bah, là, on a vérifié tous les numéros de série, il y a autant de lingots que la Fed dit, avoir»,
et bah, pour moi, ça sera largement pas suffisant. Pour les libertariens, ce sera pas suffisant. Pour les économistes, qui se penchent sur ces questions-là, ce sera pas suffisant parce que du coup, rien ne te prouve que l'or, hein, qu'ils disent avoir, hein, et que visuellement, toi, tu as checké, bah, que ce soit véritablement de l'or. Ah mais ça, je pense que, Musk, qui je crois est assez proche de ces milieux-là, et qui est très, je crois en tout cas, qui est très, au courant de ces éléments-là. Je crois, alors bon, je m'avance un peu, mais je risque pas grand-chose. Il laissera pas faire un audit à moitié. Je crois qu'il ne pourra éviter la question sur la réalité de l'or. Et donc, s'ils le font, je crois qu'ils le feront à fond. Maintenant, tu as raison, c'est chronophage, ça coûte évidemment de l'argent. Et c'était pas dans les promesses de campagne, tu vois. Donc, pour le Ouais. coup, il y aura peut-être un arbitrage en disant, bon, les gars, on fera ça plus tard, parce que ça prend du temps. Mais s'ils le font, par contre, je pense qu'ils iront au bout du truc parce que parce qu'il y a Twitter aussi. Parce que Oui, on peut il y a aimer, la on peut pas liberté, aimer ouais. Twitter, mais il y a Twitter. Et Mmh. aujourd'hui, il y a peu de sujets qui sont pas évoqués. Il y a peu de sujets qui sont pas évoqués sur Twitter. C'est un euphémisme, hein. Je crois qu'ils le sont tous. Et que par conséquent, on n'est pas à l'abri que Elon se fasse attraper la manche par un gars qui lui dit mais attends frérot, est-ce que c'est vraiment de l'or? Et ça, je crois qu'il ne pourra pas éluder la question. Et ça, c'est Ouais, grâce à Twitter, c'est grâce à ouais. X. Sans ça, eh bien, les dirigeants font un peu ce qu'ils veulent, les journalistes ne posent pas les vraies questions. Et donc voilà. Mais avec X, je crois que ça peut Mmh. changer. Mais on verra, on verra, on verra. Bien. Ouais. Ulrich, parlons un petit peu de toi. Merci d'abord, hein. Tu vois, ça dure plus longtemps que prévu, Oui, bah, mais c'est c'est pas c'est grave. passionnant. C'est passionnant et puis ça nous permet aussi, par le prisme de tes analyses et de tes réponses, de comprendre un petit peu aussi quel est ton positionnement. Donc voilà, mais peut-être revenons un petit peu aux bases. Est-ce que tu peux, pour celles et ceux qui nous écoutent, peut-être voilà, te présenter rapidement, nous dire un petit peu. Alors, déjà, je vais commencer par un fait amusant. Et on va commencer par ça, si tu veux bien. Quand on tape ton nom sur Internet, on tombe sur une grotte. Ah putain, Non, mais oui. c'est lunaire et en fait, j'adore ça. On tombe sur ta vraie vie du quotidien où en fait, tu travailles dans un musée de la préhistoire d'une grotte. Non, mais dit comme Mmh. ça, c'est amusant. Limite, je me suis dit, est-ce que c'est bien lui? Ça se trouve, c'est un homonyme et tout, tu vois. Et en fait, par contre, ton personnage public dans la Bitcoin sphère ou même cryptosphère, si tu veux, on a un rédacteur, un créateur de contenu, un podcasteur, etc., etc. Est-ce que voilà, tu peux nous raconter un petit peu qui est Ulrich avec ces deux personnages qui cohabitent en fait, voilà. Ouais, bah, alors c'est vrai que dans la vie professionnelle, donc moi je suis le directeur de musée, donc en effet comme tu dis sur, musée de préhistoire, donc sur la période, paléo et néolithique. Donc ça c'est mon travail de au jour le jour, hein, donc je vais pas trop m'étendre sur ce travail-là parce que bon voilà c'est voilà, c'est pas je pense pas le plus intéressant, mais c'est vrai que Parce que c'est Google, on a mais des articles où on te, tu vois, enfin, j'ai googlisé ton nom, tu vois, et c'est ce qu'on mmh. voit en premier. Donc c'est Bien pour sûr, ça que je sais, ouais, tout à fait. Bah, après c'est voilà, c'est mon taf de voilà, puis après, bah, si tu veux, moi, dans la vie professionnelle, donc ça, c'est le métier que j'occupe actuellement et d'un point de vue purement universitaire, formation, moi, j'ai une formation d'historien à la base. Justement, j'ai étudié l'histoire, j'ai étudié le patrimoine et je me suis spécialisé dans la conservation, la valorisation du patrimoine français. Du coup, j'ai fait mes études en ce sens-là. J'ai été amené professionnellement à travailler vraiment à droite, à gauche vraiment sur les questions de préservation et conservation patrimoniale, où vraiment dans tous les secteurs, hein, que ce soit, préservation du patrimoine industriel du XXe siècle, vraiment patrimoine, type, collection d'automobiles. Je suis parti, bosser à Paris pour bosser sur le cycle des commémorations 14-18, en lien avec une mission interministérielle et cetera et voilà, ça c'est mon cœur de métier, c'est ma cœur de enfin c'est mes passions de base, donc c'est l'histoire et c'est justement, valoriser, cette histoire et ce patrimoine français. Donc ça c'est et sur ce sujet, on va pas y passer très longtemps, mais quand même, c'est un sujet qui revient assez souvent dans l'actualité. On se souvient à l'époque du loto du patrimoine porté par Stéphane Bern. Non, mais pour le commun du mortel, moi, tu me parles de préservation du patrimoine, je pense à quoi? Je pense aux églises qui mmh. n'ont pas d'oseille et que soit on les ferme, soit on les privatise en discothèque. Je pense, mais oui, non, mais Ouais, vérité, bien sûr, ouais, ouais. so soit c'est voilà, Stéphane Bern, le loto du patrimoine, tout ça. Et puis c'est par contre un budget, je crois que c'est le ministère de la Culture qui se charge, je crois,
Mmh. de ça, corrige-moi si je me trompe, et un Ouais. budget qui, lui, par contre, ne décolle pas et qui ne suffit pas, évidemment, à. Voilà. C'est quoi ton avis là-dessus? On n'en fait pas assez? C'est Il y inéluctable? a, il y a plein de choses à dire sur le patrimoine. Globalement, on en fait assez. Ça, c'est mon point de vue sur la question. Il y a la préservation, la conservation du patrimoine, on en fait dans le secteur public, on en fait aussi dans le secteur privé. En France, on a la chance d'avoir un tissu assez dense sur ces questions-là. On a à la fois un réseau de professionnels qui sont très très bien formés en France, dans les grandes écoles, sur la conservation du patrimoine. Et on a aussi la chance d'avoir un réseau très dense de propriétaires privés qui rachètent, qui restaurent, et ça, mine de rien, ils font ça, sur leur propre fonds, ils font un travail admirable. Et en effet, le problème d'un pays comme la France, qui est un musée à ciel ouvert, c'est le même problème qu'on retrouve sur les problématiques de gestion du patrimoine, par exemple en Italie. C'est que le Mhm. problème, c'est qu'on a trop de patrimoine. Trop de patrimoine, et il faut faire des choix stratégiques sur où est-ce qu'on va allouer les efforts de restauration, de préservation, de conservation. Et malheureusement, on peut pas tout faire, et il y a des choix qui sont faits. Alors après, les choix en question sont critiquables, hein. Tout le monde a son avis sur la question. Parce qu'en effet, quand tu parles d'église, voilà, tu vas aussi, tu vas pas uniquement parler de patrimoine. Quand tu parles d'une église, tu parles aussi de la religion, de comment est-ce que les gens s'approprient aussi ce bâtiment. Au-delà de son aspect architectural et de l'histoire de son bâti, il y a aussi l'aspect religion. Donc c'est un sujet qui est extrêmement dense. Donc Ouais. mais en France, en tout cas, il y a beaucoup de Est-ce choses qui qu'on sont doit faire faites dans ce payer sens. Notre-Dame? À mon sens, oui, totalement, ouais. Tu vois, moi, quand je voyage, toi, tout à l'heure, je parlais l'Italie. L'Italie, c'est un pays que j'adore beaucoup. Quand j'y vais, moi, je paye toutes les entrées d'église sont Bah payantes ouais, en moi, je suis Italie. parti à Florence, tu payes à Bah, chaque voilà. fois 5-10 balles Florence, pour c'est aller un visiter, mmh? ouais, c'est normal, Florence, c'est un très, très bel exemple. C'est une très, très belle ville d'ailleurs, et quand j'adore. tu vas visiter la cathédrale ou les autres églises de Florence, bah, tu payes à chaque fois. Moi, Mmh. ça me pose pas de souci, en fait, parce que d'un point de vue purement économique, il faut pas oublier une chose, c'est que rien n'est gratuit, et que voilà, tout simplement. Et que ce qui est Ça gratuit, en fait, c'est toi qui payes, quoi. Oui, voilà, c'est toujours quelqu'un qui paye derrière. Donc Ouais. Bon, c'était une petite aparté, mais merci, de te prêter au jeu de cela. Donc, tu nous parlais de ton parcours académique, donc plutôt histoire, patrimoine. Qu'est-ce qui t'amène à un moment donné à t'intéresser à l'économie, puisque a priori, c'est deux disciplines, même si ça existe, hein, l'histoire de l'économie, l'épistémiologie, etc. Mais qu'est-ce qui t'amène à un moment donné à ce sujet et à ce centre d'intérêt? En fait, ça s'est fait très naturellement parce que, comment dire? L'économie que moi j'aime beaucoup, sur laquelle j'écris énormément, c'est ce qu'on va appeler l'économie autrichienne, hein, donc qui est une vision. Il y a plusieurs écoles en fait de pensée en économie, et l'économie autrichienne, c'est celle qu'on va très souvent opposer à l'école de pensée, keynésienne, et c'est une école de pensée qui va, partir en fait de l'individu pour expliquer le processus économique. Donc on a une vision, top-down, enfin non, pardon, une vision bottom-up, qui est très intéressante, qui va vraiment axer la lecture du fait économique en partant de l'individu. Et moi qui suis, de formation historienne, il y a aussi cette idée dans l'étude de l'histoire, hein, donc de partir de l'individu pour expliquer le fait historique. Et c'est toujours moi là, dans mes études et dans ce que j'ai pu faire dans ce milieu-là, c'est toujours l'approche que j'ai privilégiée. Donc plutôt privilégier justement cette étude, de l'individuelle subjective, et non pas, partir sur une lecture, vraiment, des institutions, de l'État, qui va être moteur de l'ensemble. Donc c'est déjà quelque chose que j'avais en moi de base, et l'économie, ça m'intéresse énormément. Et quand tu t'intéresses, alors je ne vais pas forcément vous faire un cours d'économie là, mais quand tu vas t'intéresser à comment est-ce que, par exemple, les économistes autrichiens vont étudier l'économie avec l'action humaine, donc justement partir de l'agir de l'individu sur sa vie, sur son intérêt propre, hein, pour, dans tous ses choix économiques, hein, et bah, c'est aussi une lecture que tu peux transposer très facilement à l'histoire, hein, et les ponts de l'un à l'autre se font, de manière, assez évidente, hein, et beaucoup de grands économistes autrichiens comme Mises, comme, Rothbard, étaient eux-mêmes de grands historiens. Donc le pont de l'un à l'autre se fait de manière très, très naturelle, et c'est comme ça que moi j'explique, que je sois passé de l'histoire à l'économie. Et Ouais. en effet, tu en parlais tout à l'heure, c'est que moi j'ai un petit site où je poste mes podcasts et mes articles, hein, et j'écris aussi pour l'Institut Mises, hein, donc le Mises Institute, hein, qui est un grand, think tank, américain, qui est suivi par plusieurs milliers de personnes, qui est justement
met en avant cette pensée économique, hein, l'école de pensée autrichienne. Et c'est, pour résumer pour les gens, c'est ce que, si certains d'entre vous pensent que les keynésiens sont libéraux, et ben les Autrichiens sont ultra libéraux. Voilà, pour faire très très simple. Voilà, donc Il y a des c'est. gens qui pensent que les keynésiens sont libéraux? Ah bah je sais, bah, si tu veux, malheureusement dans notre pays, il y a tellement d'incompréhension sur ce qu'est l'économie, il y a tellement d'ignorance sur le fait économique, il y a beaucoup de personnes qui vont penser que Keynes était un libéral. Et malheureusement, voilà, c'est. Voilà. Et après, voilà, l'école d'économie autrichienne. Il y a plus d'idéologie et d'intérêt partisan que véritablement de recherche scientifique, historique et économique, mais c'est intéressant. Alors quand même, on parle beaucoup d'économie autrichienne. C'est un terme qui revient assez souvent, finalement, quand on parle de Bitcoin. Alors, on ne peut pas ne pas essayer de définir un petit peu ce que c'est. Tu l'as fait un petit peu en expliquant qu'on en revient à l'individu et que tout, finalement, tourne autour de lui, que ce soit sur la théorie de la valeur, que ce soit sur le rôle de l'entrepreneur, que ce soit sur la critique de l'interventionnisme de la part de l'État, que ce soit au niveau même de l'intérêt de l'innovation. Ou encore de la concurrence. Donc tout ça, en fait, les thèses de l'économie autrichienne, c'est que tout vient de l'individu et que finalement, la structure se doit de, j'allais dire, libéraliser justement les décisions et les comportements des individus et que, in fine, eh bien, les interactions entre ces individus va aller pour le bien commun. Est-ce que je résume bien ou pas du Hmm. tout? Et auquel cas, n'hésite pas à me corriger. Totalement, non, tu résumes bien la pensée. C'est vrai que, comme disait Karl Menger, donc, qui est le fondateur de l'école de pensée économique autrichienne, il disait que l'individu est à la fois le début et la fin du processus économique. C'est-à-dire que c'est lui qui, par ses choix, son intérêt personnel, va prendre des décisions, donc va transformer des moyens, enfin va, voilà, va transformer des moyens pour atteindre ses fins. Et la fin du processus économique, c'est aussi lui. Donc c'est lui en fait qui va analyser a posteriori si l'action a été bonne ou pas, quoi. Donc tout part toujours de l'individu. C'est toujours l'intérêt personnel, l'intérêt individuel qui va être le moteur de l'action humaine. C'est pour ça qu'on agit tous les jours, on spécule tous les jours pour justement améliorer notre propre situation, donc que notre situation demain, future, soit meilleure que notre situation présente, hein. Et à l'échelle de la société, c'est que ça. L'économie ne peut se résumer uniquement à ça, c'est que c'est une somme d'intérêts individuels, hein, personnels, qui vont interagir les uns avec les autres dans un marché libre, en échangeant, en faisant des projets, en coopérant, en adoptant une forme d'organisation sociale qui est basée sur la division du travail et la spécialisation des compétences. Tout ça, à la base, il y a toujours un individu, son rapport subjectif avec le monde et son intérêt propre, hein, à améliorer sa propre situation. Et ça, c'est comme ça que les Autrichiens voient le processus économique, hein. Tout part, hein, de la plus petite cellule, hein, qui existe, hein, sur Terre, donc c'est l'individu. Et bah, le résultat final, quand tu cumules tout ça, bah, c'est le marché libre, hein, c'est le progrès, c'est l'innovation. Et ça, c'est la lecture vraiment autrichienne. Donc forcément, quand tu as cette lecture-là des rapports humains, quant à cette lecture-là du marché libre en tant qu'institution humaine, spontanée et organique, et bah, du coup, toute intervention de la force publique que tu vas avoir dans l'économie est potentiellement dangereuse, hein, parce que du coup, tu vas venir fausser un peu les signaux, tu vas pas laisser les individus agir comme eux normalement agiraient, et du coup, tu vas venir mettre des obstacles, hein, des entraves, hein, petit à petit, de manière de plus en plus importante dans le marché, et bah, ça va totalement dérégler le marché. C'est-à-dire que quand une intervention bah, comment est-ce que ça va se matérialiser? C'est simple, c'est que tu vas avoir les ressources qui vont pas être forcément allouées au bon endroit, les incitations des individus, les incentives qui seront pas forcément alignées avec leurs projets réels, et du coup, le but qu'ils recherchent en utilisant des moyens. Et toute intervention est potentiellement néfaste parce que du coup, ça va entraver tout ça, quoi. C'est un peu la manière dont les économistes autrichiens voient le marché, et c'est aussi pour ça qu'ils sont, pour la plupart, anti-intervention, anti-socialistes aussi. Et tu as beaucoup de grands noms qui sont très connus, hein, dans cette école de pensée. Je parlais de Karl Menger, tu as Eugène von Bonbaver, que tu as Friedrich Hayek, hein, qui est très connu, tu as Ludwig von Mises, et puis plus récemment, tu as Murray Rothbard ou Hans Hermann Hoppe, hein, qui sont, voilà,
tous ces économistes de cette école de pensée. Et les bitcoiners aiment beaucoup cette école de pensée parce que du coup, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure au début du live, hein, la résilience des individus, l'autonomie des Alors justement, individus. Voilà. tu anticipes ma prochaine question. Alors, justement, est-ce que tu peux, de façon accessible en tout cas, Mm. nous expliquer justement pourquoi est-ce que Bitcoin se rapproche de cette vision du monde économique, alors qu'on peut se dire que finalement Bitcoin a tout programmé dans le code. Et donc finalement, c'est une réflexion intuitive qui peut-être n'est pas pertinente, mais c'est tout l'intérêt. Moi, j'ai le sentiment que Bitcoin, tout est codé. Et en fait, la liberté individuelle, elle est quand même assez limitée. Puisque tout est programmé, la supply, on laisse très peu de marge de manœuvre, sauf à décider, ou pas d'ailleurs, de l'utiliser et de participer au protocole. Peut-être que ça suffit, hein, mais est-ce que tu veux bien justement répondre à ça et peut-être plus globalement sur le lien entre économie autrichienne et Bitcoin? Ouais, totalement, c'est une super question. Alors déjà, le lien avec Bitcoin, tout simplement, comme je te disais tout à l'heure, il faut revenir à ce qu'est Bitcoin à la base, donc un réseau d'échange pair à pair, donc justement sans autorité centrale qui agissent en intermédiaire. Donc on revient aussi à cette idée autrichienne que les individus, ce qui va former le progrès et les relations entre individus, c'est justement les intérêts individuels qui vont venir se compléter. Et Bitcoin, c'est tout simplement ça, quoi. C'est tu as 2 individus, un protocole d'échange et ils vont pouvoir directement de manière, directe et sans friction pouvoir échanger l'un avec l'autre. Donc déjà, tu as ce côté direct, hein, dans Bitcoin qui qui plaît beaucoup en fait aux économistes aussi autrichiens, c'est qu'il y a pas d'intermédiaire de confiance nécessaire, donc ça c'est génial. Et par rapport au reste de ce que tu dis, pourquoi est-ce que du coup, Bitcoin est super intéressant et comment est-ce qu'on peut faire le pont? On pourrait plonger dans la théorie monétaire des économistes autrichiens pour dire en fait, Bitcoin, c'est même si le protocole il est fixe, même si c'est figé, même si on sait qu'on n'aura que 21 millions de bitcoins, même si on sait que le dernier, SAT il sera miné en 2140, c'est pas un problème parce que ça va pas entraver la liberté des individus. La liberté des individus pour un bitcoiner ou un libertarien, un économiste autrichien, elle sera beaucoup plus facilement entravée, quand tu auras une autorité qui va manipuler la masse monétaire. Ça, c'est le vrai danger. Le Un économiste autrichien, un bitcoiner vont dire que justement le fait que Bitcoin soit prévisible dans son émission future, le fait qu'il soit fixe, le fait qu'il soit suffisamment divisible, le fait qu'il soit incensurable, neutre, qu'on puisse, l'échanger de pair à pair, c'est justement ça qui va maximiser en fait les libertés individuelles. C'est Parce comme, qu'on sait. si on fait une analogie, c'est comme Bitcoin, c'est comme la nature. Alors, tu as pas la main dessus. Mmh. Le climat, la météo, tout ça, voilà, ça c'est la nature, on va dire. Et puis il y a l'humain qui, lui, a sa liberté individuelle, qui est d'interagir ou non avec. Et ça, c'est ça. En fait, Mmh, Bitcoin, c'est tout un à fait. espèce d'élément naturel, figé, avec ses propres règles. L'humain, lui, a la possibilité, la liberté d'interagir avec, Tout à etc. fait, ouais. L'analogie, elle est intéressante, tu penses? Ouais, c'est ça, ouais, c'est intéressant parce qu'en effet, tout le monde peut participer au protocole, au réseau. Il y a pas d'obligation de l'utiliser et il y a que des incitations. Les incitations d'ailleurs à utiliser Bitcoin sont toujours positives, hein. C'est ça qui est super important et il faut aussi se dire une chose, c'est que la quel est le rôle de la monnaie aussi dans l'économie? Parce que quand tu comprends ce que l'histoire de la monnaie, le rôle de la monnaie dans le processus d'échange, volontaire entre les individus dans l'économie, en fait, tu comprends que le fait d'avoir une monnaie qui soit fixe, hein, qui soit pas manipulable par quelqu'un d'autre, hein, c'est en fait une énorme chance et c'est aussi pour ça que les C'est économistes la première fois, autrichiens non? et pardon? C'est la première fois, non? Enfin, toutes les C monnaies, elles ont toutes à un moment donné été manipulées, soit en réduisant la quantité de métal, soit en imprimant des billets. Enfin, est-ce que ce serait pas la première fois qu'une monnaie justement ne peut pas être manipulée par Ah bah, totalement, ouais, totalement parce que l'autre monnaie historique qui était la meilleure forme de monnaie avant Bitcoin, hein, c'était l'or. L'or, en effet, est difficilement manipulable. Déjà d'un point de vue production, on peut difficilement en extraire plus ou, on peut le faire mais, ça va coûter beaucoup plus d'argent et l'avantage de l'or, hein, c'est qu'il n'était pas manipulable par une autorité centrale et il est devenu manipulable quand il a été centralisé, quand il fallait que les transactions aillent beaucoup plus rapidement. On a tout centralisé dans les banques et on a commencé à émettre des substituts or, massivement dans l'économie et
Bitcoin, justement, il a toutes ces qualités que n'avait pas l'or. C'est-à-dire qu'on peut l'échanger, il est facilement divisible et on peut avoir des systèmes de paiement ultra rapides, hein, comme Lightning, qui permettent en fait de s'affranchir de toutes les limitations qu'avait l'or. Mais les limitations de l'or étaient aussi dues à sa physicalité. Le fait qu'il soit un actif réel, tangible, bah, ça faisait que voilà, dans une économie mondialisée comme on a à la fin du 19e et au début du 20e siècle, avant la Première Guerre mondiale, en fait, il ne pouvait plus suivre. Et on a cette chance avec Bitcoin d'avoir la meilleure forme de monnaie en fait, qui est à disposition de l'humanité, parce que contrairement à l'or, on a vraiment quelque chose d'extrêmement rare. Contrairement à l'or, on a quelque chose qui peut s'échanger très facilement sur Terre, partout, très, très rapidement. On a un actif qui est suffisamment divisible. Et ça, c'est important parce que d'un point de vue purement économique, la monnaie, la théorie monétaire des économistes autrichiens, des bitcoiners, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que c'est uniquement un intermédiaire d'échange. La monnaie, elle sert absolument à rien d'autre dans l'économie que de permettre l'échange d'un bien avec un autre bien entre deux individus. La monnaie, elle va tout simplement aussi servir à transcrire d'un individu à l'autre leur valorisation subjective du bien. Par exemple, si toi, tu vas valoriser ta baguette subjectivement, voilà, tu donnes une valeur subjective à ta baguette et moi je donne une autre valeur à ta baguette subjective. En fait, on va s'accorder ta valorisation à la mienne grâce à la monnaie. Toi, tu vas dire, ouais, mais ma baguette, elle vaut 1 euro. Moi, je dis, ouais, c'est plutôt 1,10 €. Ouais. Puis du coup, on va Ce s'accorder qui pour dire que peut pas faire c'est. avec le troc, dans lequel, Ah, totalement. Ouais. ah ouais, OK, Ouais. je vois. Et ouais, le troc, on peut pas faire ça parce que le troc, en effet, quand tu échanges un bien directement contre un autre bien, donc il faut déjà ce qu'on va appeler en économie la double coïncidence des besoins. C'est-à-dire qu'il faut que la personne en face de toi, elle ait Oui. besoin de ton bien autant que toi, tu as besoin du sien. Tu as pas aussi tout le problème de la fongibilité des biens. C'est-à-dire que, par exemple, si toi, tu as une pomme et que moi, je suis intéressé par une pomme et qu'on a cette double coïncidence des besoins, mais si ta pomme, elle est pourrie, moi, j'en veux pas, en fait. Toi, ta pomme, elle n'est pas égale aux autres pommes. Donc c'est ça aussi l'intérêt de la monnaie, c'est qu'elle est fongible, elle est durable et elle est pas Et la périssable. divisibilité aussi. Si tu peux pas tout Oui, diviser. voilà, exactement. Ouais. On Et c'est ça aussi. Ouais. on en revient sur les caractéristiques de la monnaie, que Bitcoin coche, pour, une Ah, grande. totalement. Et Bitcoin coche absolument tout. Ouais. Ouais. OK, non mais c'est clair, c'est bien. Je sais pas si je t'ai coupé et que tu étais déjà reparti sur, autre Oh non, chose? vas-y, pose-moi des questions. Non, non, mais c'est bien parce qu'effectivement, je te dis, on parle beaucoup d'économie autrichienne et je pense que, c'était bien là de se faire ce petit, rappel. Alors rapide évidemment, ça vaudra pas, Mais juste une petite dernière chose que je vais ajouter sur la monnaie, si tu me permets, c'est que tout à l'heure, je te disais que la monnaie, et ça, faut bien comprendre ce qu'est la monnaie, elle ne sert qu'à l'échange. Entre des biens, c'est aussi un bien, et c'est ça aussi comment est-ce qu'on peut tacler assez facilement les économistes keynésiens. La monnaie, c'est aussi un bien qui n'est pas consommé comme les autres biens le sont. Dans l'économie, tu as différents types de biens qui existent. Tu as les biens de consommation que tu achètes pour les consommer, et tu vas avoir aussi ce qu'on va appeler les biens intermédiaires ou les biens d'équipement. Donc, c'est les biens qui vont servir à la construction de d'autres biens, comme par exemple les biens de consommation. Et eux, même s'ils ne sont pas directement consommés comme peuvent l'être un bien de consommation, ils vont s'user à l'utilisation de la fabrication de biens de consommation. Le seul bien dans l'économie qui existe, hein, qui n'est pas consommé, qui n'est pas altéré, qui ne s'use pas et qui sert uniquement à autre chose qu'à son bénéfice propre, c'est la monnaie. Et quand tu comprends ce qu'est la monnaie d'un point de vue purement économique, hein, tu comprends en fait qu'il n'y a aucun souci à avoir, par exemple, un actif, hein, comme Bitcoin, une monnaie marchandise, dont la supply est fixe. Il y a aucun problème. Pourquoi est-ce que ça pose pas de problème d'avoir que 21 millions de Bitcoin? Parce que Bitcoin, de toute façon, on va pas le bouffer, il va pas cramer, on va pas l'utiliser pour autre chose que pour l'échange. Donc d'un point de vue de pure théorie monétaire, ça aussi, ça me permet en fait de balayer d'un petit revers de main toutes les critiques qu'on pourrait avoir sur Bitcoin. Oui, mais parce que c'est des critiques, hein, qui existent depuis que Bitcoin existe, hein, depuis 2010, on en parle. 21 millions de Bitcoin, c'est pas assez. Il faut en mettre plus. Il faut que les transactions aillent beaucoup plus rapidement. Mais en fait, tout ça, ce sont des faux problèmes parce qu'à partir du moment où Bitcoin est suffisamment divisible, hein, en 100 millions de Satoshi, eh ben, il n'y a pas de problème en fait. Et on peut éventuellement, si jamais un jour un Satoshi a un pouvoir d'achat par unité qui est trop important vraiment pour On peut satisfaire au encore le plus petit, revisiter, quoi. voilà, pour satisfaire aux plus petits échanges de l'économie. Et bah, du coup, rien n'empêche d'avoir un consensus sur le réseau Bitcoin pour justement, bah, adopter une nouvelle règle, bah, qu'au final, un Bitcoin ne va pas valoir 100 millions de Satoshi, mais va en valoir 1 milliard, 10 milliards. Et ça va pas avoir de souci sur les détenteurs même de la monnaie, donc les détenteurs de Bitcoin, parce que ça va tout simplement faire monter en valeur euh,
leur stack en Ouais. quelque sorte. Mais c'est là où on voit la différence entre la notion pure de la monnaie et les politiques monétaires. Ah, Parce que, mais c'est fondamental comme sujet, parce qu'en fait, on a le sentiment, notamment depuis l'introduction de l'euro, que la politique monétaire, par exemple, de la France, n'est plus véritablement souveraine. Or, depuis toujours, en tout cas depuis très longtemps, les dirigeants ont utilisé la monnaie comme un outil, j'allais dire politique, mais aussi un outil géopolitique, un outil commercial, un outil monétaire, un outil financier, c'est-à-dire la capacité à augmenter ou à réduire la quantité de monnaie en circulation. Ça, jusqu'alors, on a toujours pu le faire avec les monnaies fiat par définition. Là, c'est vrai que le retour à l'or, mais numérique cette fois-ci, va permettre, on peut potentiellement brûler du Bitcoin. En vrai, ce serait possible, potentiellement. Mais par contre, on ne peut pas en créer. Donc, en fait, on aurait des politiques monétaires déflationnistes naturellement, puisqu'il y a des bitcoins qui sont perdus tous les jours, etc., etc., et qu'on pourrait renforcer en brûlant, c'est-à-dire en envoyant du bitcoin sur un wallet dont on n'a pas les clés. Enfin, bon, il y a des méthodes sans doute pour le faire. Par contre, on ne pourra jamais inversement augmenter la quantité en circulation parce que l'économie le requiert, etc. Est-ce que ce n'est pas une limite justement de Bitcoin en tant que monnaie en 2025 ou en 2030 ou en 2040? Ah bah, totalement. Si tu restes dans le système monétaire qu'on a actuellement, donc le système, avec des monnaies fiduciaires, les monnaies fiat, hein, c'est un Bitcoin est un énorme problème pour ce système monétaire-là, parce qu'en effet, on a une monnaie avec Bitcoin qui a un régime, d'émission, déflationniste et qui justement est pensé pour avoir une économie à terme qui soit déflationniste, hein. Alors qu'aujourd'hui, on est forcément avec les monnaies fiat dans tout l'inverse. Donc on est avec une monnaie inflationniste, hein, et avec des économies qui le sont, elles aussi. Par exemple, si tu prends tout à l'heure, tu parlais un peu de comment la France a perdu sa souveraineté monétaire et cetera, mais c'est aussi comme ça que le système, fiat fonctionne. Le système fiat fonctionne avec des cours flottants entre les monnaies. C'est-à-dire qu'une monnaie avec l'autre monnaie, par exemple le franc suisse et l'euro, vont pas avoir la même valeur du jour au lendemain. Vont pas s'échanger avec le même taux, et c'est ça avec toutes les monnaies. Chose qu'on n'avait pas lors de l'étalon or, par exemple, où justement les monnaies nationales étaient juste une expression d'un poids or, et les monnaies étaient fixes, hein, avaient une valeur fixe, entre elles. Donc d'un point de vue purement souveraineté, de toute façon, j'invite tout le monde à s'intéresser. Il y a un principe en économie qui est assez simple pour comprendre ça, c'est ce qu'on appelle le triangle de Mundell, qui décrit assez bien en fait les relations des pays en fait dans un système monétaire fiat, hein. C'est-à-dire ce triangle-là, il va tout simplement te dire que on peut pas avoir d'un pays à l'autre avec des monnaies fiat un taux de change qui est fixe. On peut pas avoir en plus de ça une libre circulation des capitaux et l'autonomie, enfin la souveraineté financière. C'est-à-dire sur ces trois facteurs, donc le taux de change fixe, libre circulation des capitaux et l'autonomie politique monétaire, tu peux en avoir que 2 sur 3. Et ça, c'est le système fiat. C'est-à-dire que, par exemple, la France a renoncé à sa souveraineté monétaire pour avoir 2 choses: libre circulation des capitaux dans la zone, européenne, et taux de change fixe avec les autres économies européennes. Donc tu fais des choix comme ça. Donc là, intéressez-vous à ça parce que ça symbolise, ça résume très, très bien comment une économie fiat fonctionne. Et pour répondre à ta autre question, en effet, hem, Bitcoin est radicalement différent du système monétaire qu'on nous présente actuellement, du système bancaire qu'on nous présente actuellement. Hem Et si jamais un jour on va vers Bitcoin, bah, naturellement, on ira vers un monde qui est déflationniste. Un monde qui est déflationniste, comment ça fonctionne? C'est assez simple, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir moins recours à la dette, hein, pour financer des projets, et beaucoup plus facilement recours à l'épargne constituée pour financer des projets. À partir du moment où, quand tu détiens une monnaie qui va gagner en pouvoir d'achat avec le temps, qui va s'apprécier au sens, déflationniste du terme, c'est autre chose que de tenir des euros qui, avec le temps, vont baisser en pouvoir d'achat. Et quand tu vas avoir une monnaie comme ça qui va s'apprécier, bah, tu as juste tout simplement à la garder, à l'épargner, et naturellement avec le temps, tu vas pouvoir acheter plus de choses avec la même quantité de monnaie, et tu vas pouvoir beaucoup plus facilement financer des projets. Par exemple, financer un je donne juste un exemple pour que les gens comprennent assez vite. Aujourd'hui, dans le système qu'on a, actuel, tu vas t'endetter sur 25 ans pour acheter ta baraque. Donc tu vas tout simplement avoir recours à la dette, hein,
parce que c'est comme ça que ça se passe aussi. C'est mieux dans un système inflationniste d'avoir recours à la dette parce que du coup, le remboursement de ta dette sera facilité aussi par la dévaluation monétaire à terme. Par exemple, si tu es dans un système déflationniste, eh ben, au lieu d'acheter ta maison maintenant, parce que tu vas pas pouvoir le faire, parce que tu vas pouvoir avoir difficilement recours à la dette, ben en fait, tu vas épargner sur 10, 15, 20 ans pour l'acheter cash. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quand tu as une monnaie qui va gagner en pouvoir d'achat avec le temps, ce genre de financement de projet est beaucoup plus facilité, quoi. Voilà, pour Ok, faire un alors petit. c'est fou parce que c'est un changement total de paradigme qui s'oppose Totalement. complètement à j'allais dire, au caprice de notre société où on veut avoir tout de suite, à tout Mm. prix. Mais ça s'oppose frontalement aux volontés des individus. Et puis, il y a aussi un autre problème, c'est le sentiment, c'est l'urgence. Acheter une maison, on peut dire qu'il n'y a pas d'urgence, parce qu'en attendant, tu peux louer, tu as une alternative, même si je pense qu'on peut la discuter, mais on n'aura pas le temps. En revanche, les infrastructures, par exemple, ou les biens publics, ou même le rôle régalien de l'État, que ce soit l'effort militaire, que ce soit la santé, la sécurité, la justice, etc. Toutes ces choses-là, tu ne peux pas dire on verra dans 25 ans, parce que tu as une réalité du quotidien, tu as un besoin du quotidien, et puis tu as un autre truc auquel il faut quand même penser, c'est que tu as une élection bientôt. Et donc, mais tout ça est très pragmatique, Mm. mais entre le fait qu'à un moment donné, il faut quand même se faire élire, et puis tu as des besoins aujourd'hui immédiats à répondre pour ta population, etc. Est-ce qu'en fait, le modèle déflationniste dont tu parles, est-ce que en fait, il peut avoir ne serait-ce qu'une once de réalité est-ce qu'il y a un exemple d'ailleurs, tiens, dans l'histoire où on a eu une monnaie déflationniste où il fallait attendre l'accumulation pour l'achat, en résumant? Alors, il y a, alors le dernier exemple qu'on a d'une économie, alors une monnaie déflationniste, on n'a jamais eu ça. D'ailleurs, une monnaie avec une supply qui est fixe, on n'a jamais connu ça dans l'histoire de l'humanité. Par contre, la dernière fois où on a eu une économie déflationniste, naturellement, c'était pendant le dernier étalon international or. Donc là, on est avec les talons or, on est entre 1880 et 1914, date à laquelle il a été supprimé pour justement passer à un système monétaire fiat pour financer la guerre de 14-18. C'est ça, Donc pour des raisons militaires, il faut, voilà. politique. Mais Ouais. si tu prends l'étalon or international de 1880, alors on va dire 1871 à 1914, on a eu pendant 40 ans à peu près une économie déflationniste. C'est-à-dire qu'on a eu des gains de productivité qui ont explosé et en même temps que ça, on a eu une monnaie dont la masse monétaire n'a pas augmenté autrement que par la production annuelle d'or qui était, voilà, qu'on avait à En fait, l'époque. c'est ça, la période dont tu parles, c'est en gros entre deux guerres, quoi. Entre la guerre de 70, donc la guerre franco-prussienne de 70 C'est et la ça. Première Guerre mondiale de En fait, c'est 14-18. Ouais. une période entre deux guerres où il ne s'est pas passé quelque chose de majeur qui a forcé les États justement à avoir recours à l'outil monétaire. Là, en C'est ça. l'occurrence, on parle d'effort de guerre, mais ça aurait pu être autre chose, même si souvent, l'effort de guerre, c'est ce qui fait bouger les choses. Mm. Parce que tu as un besoin immédiat. Mais voilà, ok, super. Alors ça, on pourrait en parler pendant des Non, heures mais grave, justement parce de que c'est mais passionnant. Et en fait, je me dis, est-ce que je relance sur un nouveau truc ou pas? Parce que sinon, ça va. Mais j'aimerais juste dire une petite chose par Ah, rapport à ce que tu disais tout à attends, l'heure. attends, Tu disais par exemple que oui, les États, ils ont quand même des priorités comme la justice, le régalien, la sécurité intérieure, extérieure. Tu as tout à fait raison. Par contre, ça, elles se financent uniquement par l'impôt. Donc, par exemple, si tu es dans un système monétaire déflationniste, du coup, tu peux toujours en fait avoir recours à l'impôt sur la base du consentement. Et même pour l'État, l'État aurait, avec un système monétaire dur, avec une monnaie marchandise comme par exemple Bitcoin, aurait en fait des qualités de revenus fiscaux qui seraient vraiment de très très bonne qualité et qui leur permettraient en fait avec un taux d'imposition qui est pas forcément très très haut de pouvoir financer toujours le régalien quoi. Donc ça c'est pas un souci. Après justement là toute la question sur l'urgence
Donc l'urgence de l'État à faire la guerre, l'urgence de l'État à répondre à des crises économiques, et cetera. Bah, justement, avec un système monétaire dur, ça en fait, on change totalement de monde, quoi. On Ouais. pourrait en parler Mais pendant ça, des le heures, mais truc, c'est que ce que tu dis en intégrant la notion de l'impôt, c'est fondamental, tu as raison. Mais c'est pareil, ce changement de paradigme, en fait, il devrait être planifié sur 20 ans, 30 ans, parce que demain, l'impôt, il n'est pas extensible. Il y a une réalité qui fait que si on devait passer à une politique, politique monétaire déflationniste, tu ne pourrais pas financer tout ce que finance la dette aujourd'hui par l'impôt. Parce que c'est vrai. à un moment donné, il y a une élasticité. Il y a tu disais tout à l'heure, c'est quoi déjà le terme tu sais, la volonté de payer l'impôt. Le Le consentement, ouais. l'impôt. Il n'est pas extensible, quoi, tu vois. Donc, à un moment donné, il faudrait sans doute 20 ans ou 30 ans, j'en sais rien, pour voilà, adapter la déflation avec le système d'imposition pour que ça se fasse sans heurts, parce que sinon, c'est révolution assurée. Bah, Non. alors, je comprends ce que tu veux dire. Après, le seul bémol, en effet, tu as raison de dire qu'avec un système monétaire, par exemple Bitcoin, l'État Et puis les ne. autres, c'est une taxe sur le gasoil. Enfin, on est à deux doigts d'une micro-révolution. Si demain, tu décides de dire on n'emprunte plus, on ne crée plus de monnaie, parce qu'aujourd'hui, l'emprunt, clairement, est financé par de l'émission monétaire. Et par contre, c'est vous, les gars, vous allez payer sur votre feuille d'impôt. Mais là, ça sort dans les rues Après, immédiatement. ça dépend après ça dépend des choix aussi qui sont réalisés, quoi. Par exemple, si on te dit, bah, aujourd'hui, les gars, on arrête de vous payer votre assurance maladie, on arrête de vous payer ça, ça, ça. Par contre, en contrepartie, vu qu'on arrête de vous payer ça, on vous redonne ce qu'on vous prélève par rapport à ça. Donc, par Ouais, exemple, les gens sont juste regarder le brut, super brut par rapport au net, hein. Si ouais, jamais un jour l'État se désengage des retraites, si jamais l'État se désengage de l'assurance maladie, de la santé, et cetera, et qui redonne aux citoyens justement l'équivalent de ce qui est ponctionné mensuellement pour financer ces projets-là, les gens, du jour au lendemain, ils ont une hausse de pouvoir d'achat réel en net, hein, de 700 000 balles sur leur salaire, ils ne se rendent pas compte, hein. Donc du coup, et après, c'est ce qui va leur permettre d'aller vers le privé pour, financer ça. Par exemple, tu prends une assurance maladie en Suisse, je crois que le tarif premium, plein tarif, c'est à peu près 500 balles par mois. Euh, voilà, après, si on te redonne 500 balles et que tu la remets dans du privé pour ça, ça peut s'entendre, quoi. Sachant qu'en plus, l'avantage que tu as à ce que justement ce soit le privé qui gère ça, c'est que la concurrence naturelle entre les entrepreneurs vont faire ouais, qu'il y aura une incitation à proposer des meilleurs services, hein, de meilleure qualité au moindre ouais. coût, et ça tu auras forcément quelque chose de mieux, quoi. Après, c'est vrai que c'est un sujet qui est sans fin parce que quand tu te projettes dans un tel monde, bah, faut pas croire que les gens, ils auront, enfin voilà, si jamais il y a des baisses de l'action de l'État, bah, tu auras forcément aussi, bah, des baisses d'impôts pour les gens. Enfin, il y a plein de choses à dire, quoi. C'est sans fin, en fait. C'est sans fin. Ouais, Voilà, il faudra que tu reviennes, ouais, avec Ulrich. plaisir. Euh, Merci beaucoup vraiment d'être venu ce matin. C'était passionnant. C'est vrai qu'on a un goût de pas assez et qu'on pourrait encore passer une heure de plus pour discuter de tous ces sujets. Mais je me permettrai de te relancer une invitation dans les prochains mois parce que c'était vraiment très intéressant. Je vais te souhaiter plein de belles choses Bah, merci. Toi pour aussi. la suite, pour toi. J'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller sur eh bien, ton site internet. Les liens sont dans la description. Allez voir un petit peu ce que tu fais. C'est accessible. J'ai lu certains de tes articles, j'ai écouté certains de tes podcasts. C'est accessible. Donc, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Mais c'est vrai que c'est quand même d'un certain niveau. Ça change un peu des tweets en 140 caractères. Mais voilà, ça vous permet de penser un peu plus que croire. Et je pense que c'est une bonne chose, je crois, de nos jours. Merci beaucoup, Ulrich. Merci à toi. À bientôt. Salut. Salut Pascal, comment tu vas? Salut Jérém, très bien et toi? Bah écoute, ouais, ça va super bien. Je viens de passer 1 heure et demie de frottage de cerveau en parlant d'économie autrichienne, de Bitcoin et de plein d'autres sujets. J'en suis sorti encore plus intelligent. Alors moi, tu sais, il me faut pas grand-chose, un peu de nourriture J'ai failli faire la blague. par rapport à quoi? T'en faut pas grand-chose.
Non, c'est vrai, hein, moi, tu sais, un peu de nourriture intellectuelle, je suis vite rassasié. Non, c'était vraiment très intéressant. Puis j'ai mis un petit hoodie orange pour l'occasion. Donc voilà. Tiens, toi d'ailleurs, rapidos, avant qu'on passe à la chronique du jour, chronique DeFi sur l'exécution de la stratégie Delta neutrale. Toi, c'est quoi ta position par rapport aux Bitcoiners? Je sais que tu utilises beaucoup Ethereum, notamment pour tes stratégies.